Coucou tous, contente de vous retrouver en cette fin de semaine, j'espère que vous allez bien et merci à vous d'être là avec moi ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes PNJ qui s'appelle le Djinn. Donc pour vous expliquer, le PNJ Djinn, c'est une entité malveillante en fait qui chasse donc les survivants de Life or Death. Elle les plonge, elle les empoisonne et les plonge dans un coma pour ensuite pouvoir se nourrir de leurs rêves et de leurs âmes. Les survivants en fait aujourd'hui de ce scénario, je ne vais pas vous les présenter, vous allez savoir pourquoi en fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne lecture. C'est parti pour les premières victimes de mon djinn. Alex et Anna, ce jour-là, sortaient du QG, du centre commercial, pour aller faire quelques fouilles, pour aller se promener. Et c'est à cet instant-là qu'elles se sont fait attaquer par le djinn qui est venu furtivement par derrière leur dos et les a piquées. Anna et Alex sont donc tombées à même le sol, inconscientes, juste devant le QG du centre commercial. Elles avaient une piqûre toutes les deux dans la nuque, une piqûre qui est assez noirâtre. Alex et Anna vont se réveiller soudainement au son d'une sonnerie de téléphone. Elles avaient sûrement fait un mauvais cauchemar en plus de cela. Le jour illumine la grande pièce où elles se trouvent. De grandes baies vitrées sont ouvertes et un petit air frais en fait virevolter leurs rideaux blancs. Il y a une chaleur assez lourde. Alex et Anna se trouvent dans un grand lit à baldaquin, dans des draps soyeux, et elles sont nues. En effet, leurs affaires sont éparpillées un peu partout sur le sol, une bouteille de champagne vide sur la table de chevet, ainsi que des coupes à moitié finies. Elles se trouvent dans une grande chambre, confortable, moderne et en bois. 2 peignoirs blancs sont pliés soigneusement sur un petit banc au pied de leur lit. C'est le téléphone de Anna qui a sonné, un appel manqué de sa grand-mère. Celle-ci lui a laissé un message vocal, apparemment. La sonnerie du téléphone me fait sursauter et je me réveille d'un coup, le temps de reprendre mes esprits et d'observer autour de moi. Je fronce les sourcils et m'assois sur le bord du lit en commençant à me masser les tempes. Tous les derniers événements étaient le fruit d'un rêve, mais alors si c'est vrai, comment et quand j'ai rencontré Alex? Et qu'est-ce que je fais ici dans un endroit si luxueux? Tout cela me fait mal au crâne et la sonnerie de mon portable me revient en tête. Je prends celui-ci sur ma table de chevet et l'allume. C'était ma grand-mère. Un grand sourire illumine mon visage. Je commence alors à la rappeler en me tournant vers Alex, continuant à me poser des questions. Alex sursaute aussi avec le bruit du téléphone. Elle s'assoit d'un coup en respirant fort et bruyamment. Elle regarde autour d'elle. Une pièce assez neuve, belle, propre, moderne, pas en corrélation avec là où elle était il y a quelques minutes. Elle tourne sa tête et Anna, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'était un rêve. Les 2 jeunes femmes sont propres et en bonne santé physique en tout cas. Dehors, les oiseaux chantent et le bruit doux des vagues se fait entendre. Quant à Anna, qui téléphone à sa grand-mère, celle-ci répond et semble très contente. « Oh, Anna, je suis contente de t'entendre. Je ne savais pas s'il faisait jour ou nuit là où tu es. Tu es bien arrivée, tout va bien. Félicitations pour ta compétition de boxe, je suis fière de toi. » Dès le moment où j'entends ma grand-mère, un sourire encore plus immense fait son apparition. Je fixe Alex et me mords les lèvres avant de répondre en hésitant, un peu perdu par certaines choses. « Oh, moi aussi, mamie. Il fait jour ici. Je suis bien arrivée, oui, avec Alex. Merci beaucoup. J'ai eu du mal contre cette fille, enfin, la dernière. » J'invente, invente encore et encore. Comment ça se fait que je n'ai aucun souvenir d'avant? Quant à Alex, elle regarde Anna avec des grands yeux, toujours surprise, mais très contente aussi.
Enfin, ce cauchemar était terminé, depuis le temps qu'elle attendait ça. Tu lui passeras mon bonjour. La grand-mère répond donc à Anna. Tu es sûre que tout va bien? Mais ma chérie, j'ai toujours su que tu gagnerais. Tu passeras le bonjour à ton ami Alex de ma part, et n'oublie pas de faire des photos. Pendant ce temps, quelqu'un semble frapper à la porte de leur chambre. C'est Alex qui va se lever. Ses cheveux sont verts comme l'émeraude, ses yeux sont toujours aussi lumineux, mais sa peau est pâle, laiteuse. Pourtant, elle n'a pas l'air d'aller mal. C'est sa couleur de peau originelle. Ce sont des choses que les deux filles n'ont jamais vraiment vues. Elle se munit de son peignoir, s'habille et vient ouvrir doucement la porte. Oui, derrière la porte se trouve une jeune femme métissée avec des vêtements très colorés. Des tatouages ornent tout son bras droit alors qu'elle porte un plateau avec un petit déjeuner garni. Bonjour, votre petit déjeuner. Vous avez bien dormi? Je suis Raja, votre guide. Je voulais aussi vous prévenir que nous partons dans 2 heures pour Queenstown. Je jette le téléphone sur la table de chevet et saute sous les couvertures dès l'instant où une femme entre. Évidemment, j'étais encore nue et je préfère me cacher. Je souris en voyant le plateau et m'exclame poliment. Oh, merci beaucoup, Madame Raja. Puis, en entendant le nom de Queenstown, je fronce les sourcils et hoche la tête. Alex récupère le plateau, elle hoche aussi la tête. Avons-nous des vêtements quelque part? Je suppose qu'il serait indécent de sortir en peignoir. Et je vous remercie pour ce plateau, évidemment. Après la réponse de Raja, Alex se retourne et murmure en regardant plus Anna que le plateau. C'est vrai que ça m'a l'air très appétissant. Raja fait une mine surprise à la question, mais répondra gentiment. Oh, eh bien normalement vos valises ont été montées dans votre chambre, peut-être dans la salle de bain. Elle sourit en jetant un œil curieux sur Anna, puis ajoute pour Alex. Je vous attends donc dans 2 heures dans le hall de l'hôtel. À tout à l'heure. Raja s'en va. Sur le plateau, des croissants frais, des fruits, du jus d'orange frais et les couverts bien entendu. Rien à voir avec les matins sur Life or Death. Les deux jeunes femmes vont donc profiter de ce merveilleux petit déjeuner et de cette luxueuse chambre d'hôtel. Elles vont bien sûr découvrir leurs bagages dans la salle de bain, faire une bonne toilette, elles vont en profiter car c'est vrai que sur Life or Death, dans la vie de tous les jours, tout est difficile, ils n'ont pas forcément accès à l'eau, ils ne peuvent pas forcément se nourrir chaque jour, donc les deux jeunes femmes ne se posent pas plus de questions, elles pensent pour le moment que la vie dans Life or Death n'était qu'un simple cauchemar et qu'elles se sont donc réveillées dans cette chambre d'hôtel. Le temps qu'elles se préparent, qu'elles profitent un petit peu de ce moment de tranquillité, le téléphone de la chambre d'hôtel se remet à sonner, c'est Raja qui les rappelle afin qu'elle la retrouve donc au niveau du hall de l'hôtel pour une fameuse visite apparemment. Les deux jeunes femmes se trouvent au rez-de-chaussée de l'hôtel, dans le couloir menant aux salles communes. Elles croisent plusieurs personnes et principalement des vacanciers, des familles, des groupes d'amis ou les femmes de ménage qui font leur travail, de chambre en chambre. En vue des affiches qu'il y avait sur les murs, les deux jeunes femmes se trouvent dans un hôtel 3 étoiles. Le hall d'accueil est immense et bien aéré. Celui-ci est décoré d'une fontaine et de plusieurs plantes dont les parfums envahissent les lieux. Les touristes vont et viennent à l'entrée grande ouverte. Elles y voient un parking et plus loin, à quelques mètres, la plage avec une eau turquoise. Il semble faire très beau. Raja a une pancarte Queenstown. Une dizaine de personnes de diverses nationalités sont autour d'elle. Apparemment, les deux jeunes femmes allaient partir en groupe. Raja semble parler dans un parfait anglais à un japonais qui lui pose des questions.
En arrivant au parking, j'admire le paysage avec de grands yeux émerveillés. C'est vraiment des vacances de rêve pour le coup. J'aperçois également Raja plus loin et regarde le groupe en souriant avant d'adresser un léger signe de main à notre guide. Je prends également la main d'Alex dans la mienne en lui disant « On ne va pas être seul, ça ne te dérange pas ?» Alex avance lentement sur le dallage. Leurs talons claquent sur le sol avec une petite résonance. Elles sortent et son regard s'émerveille. C'est si beau, si paradisiaque, si calme. Elle inspire l'odeur iodée de la mer et secoue la tête. Non, non, pas de problème, Anna. On est des futurs mariés, mais parraines, ça me paraît logique. Puis elle tourne la tête vers Anna et murmure. J'ai quand même peur des raisons pour lesquelles on n'a pas de mémoire. Je sais pas toi, mais je me souviens d'une autre vie. Encore avant Kennicott, asociale et seule, mais celle-ci est vraiment faible, comme si c'était mon imagination. Quelques vacanciers sont déjà sur la plage aux allures tropicales. Certains y font des balades à cheval, d'autres du surf ou du jet-ski. Un petit garçon passe devant les deux jeunes femmes en courant afin de rejoindre ses parents auprès de Raja. « Papa, on va voir les maisons des hobbits. » Les gens autour se mettent à rire. Puis, une fois le petit groupe au complet, Raja, la guide tatouée et toujours habillée en couleur, lève la main et continue de parler anglais pour être comprise de tous. Elle dira donc « Avancez, avancez, merci. Nous allons prendre le bus qui nous attend dehors. Nous arriverons dans la ville de Queenstown dans environ 1 heure. » Les gens suivent donc Raja jusqu'à l'extérieur où la chaleur est assez pesante. Le ciel est bleu. Un bus de couleur rouge attend tous les touristes. Il est écrit en gros dessus « Nouvelle-Zélande ». J'observe les gens autour de nous en écoutant Alex. Effectivement, j'avais d'autres souvenirs d'avant. Mais ceux-là sont-ils vrais également? J'en sais rien et je serre doucement la main de mon aimé. Je pense que c'était juste un long rêve, enfin je crois. Comme les gens autour, je me mets à rire en entendant le petit garçon, puis je commence à réfléchir à où l'on pourrait être tout en suivant Raja vers le bus. C'est alors que je remarque le nom marqué en grand dessus. Tout à coup, je pousse un cri de joie et regarde Alex avec un énorme sourire. « Alex, je m'en fous du rêve maintenant. On doit profiter un max. On est en Nouvelle-Zélande. » Mes joues sont roses de plaisir et je pense sincèrement que les gens autour me prennent pour une folle, mais je m'en fiche. Quant à Alex, elle répondra assez suspicieuse, assez méfiante. Ouais, je trouve ça bizarre quand même. Elle tourne la tête vers sa compagne quand celle-ci explose de joie. Elle n'a pas encore vu le bus, elle profitait de la mer à perte de vue, ce lieu de mouvement, de force incessant. En Nouvelle-Zélande, elle se met à sauter avec Anna dans ses bras de plaisir et de joie. C'est super beau la Nouvelle-Zélande. Tous les voyageurs étaient enfin prêts, Anna et Alex pourraient s'asseoir où elles le veulent, il n'y avait qu'une dizaine de touristes. Raja s'assoit à l'avant avec le conducteur. Elle prendra un micro afin de s'adresser à tous, alors que le bus démarrait pour quitter l'hôtel. Chers voyageurs, peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus, mais nous allons vers la ville de Queenstown, grande capitale de la gastronomie. Pour l'heure du midi, vous aurez un quartier libre dans le centre-ville. Je connais de sympathiques boutiques à souvenirs pour ceux qui aimeraient. Autour des deux jeunes femmes, les gens semblaient satisfaits. Raja continue son explication. Queenstown est aussi nommée la capitale mondiale de l'aventure. Ainsi, cet après-midi, et pour les plus aventuriers, nous avons prévu de faire du jet ski. Mais nous commencerons ce matin par une visite du centre historique de la ville. Les touristes applaudissent et semblent satisfaits de ce programme. Raja rompt ensuite la communication et lance une conversation avec le chauffeur.
C'est alors que derrière les sièges des deux survivantes, Anna et Alex, une tête apparaît, celle d'un jeune homme qui leur sourit. Il a des dreadlocks et des yeux très clairs. Yop, salut les filles, vous n'êtes pas d'ici, on dirait. À côté de lui, sûrement son ami, typé asiatique, qui paraît un peu plus timide. Une fois installé dans mon siège, je me trémousse dessus, complètement excitée par ce voyage. J'écoute cependant Raja attentivement, préférant la respecter au lieu de faire l'idiote. Puis, une fois fini, je me tourne vers Alex et hausse les épaules. Mais bordel, on est trop chanceuse, et dire que j'ai fait une compétition ici en plus, et là on va pouvoir profiter tranquillement de Queenstown. Wow, merci. Après tout ça, j'entends un jeune homme derrière moi nous saluer. Je me tourne et incline la tête. Effectivement, on n'est pas d'ici. Je suis en déplacement personnel et on profite pour des vacances. J'observe les deux jeunes hommes et me présente. On s'appelle Anna. Je m'appelle Anna. Alex s'assoit en première, comme une gamine, vers la vitre. Lorsque Raja parle, elle arrête tout mouvement, ne dit plus rien et écoute simplement. Pour être chanceuse, on l'est, mais à quel prix? Autant monétaire que moral. L'idée que tout ceci soit faux lui reste quand même en tête, manifestement. Elle se tourne ensuite vers les deux hommes avec un sourire avenant. « Bonjour messieurs, je me nomme Alex et comme vous l'a dit ma fiancée, en effet, nous sommes pas du tout d'ici. » Le jeune homme aux dreadlocks continue de sourire. Il pose une main sur sa poitrine et se présente à son tour, regardant avec plus d'insistance Anna. « Je m'appelle Jeff et lui à côté, c'est mon pote Diaz. Vous voyez là-bas, c'est ma grande sœur Raja. » Pendant ce temps, Diaz fera un petit sourire aux filles et agitera sa main pour les saluer. Jeff reprend. Il mâchait un chewing-gum d'ailleurs. Il avait l'air d'un type à l'aise. « Vous êtes à l'hôtel ? Si vous voulez, ce soir, il y a une petite fête sur le village. Vous voulez venir ? Il y aura un feu d'artifice. » Je remarque ce regard insistant et hausse un sourcil en jetant un coup d'œil en coin à Alex. Puis j'esquisse un sourire et rigole. « Raja est ta sœur, ça doit être plutôt cool ça. Et bonjour Diaz. » Je le salue de la main en retour, puis écoute la proposition de Jeff en regardant ma compagne Alex. « Je te laisse décider, Alex. » Alex prend un air pensif. Elle n'aime pas vraiment les gens non plus, alors pour temporiser, elle répond. « On verra en fonction de notre état de fatigue. Ça te va, Anna ?» Jeff se mord légèrement la lèvre et va donc se rasseoir normalement. « Cool, la soirée commencera à 22h. Vous verrez, ça va être cool. Il y aura de quoi danser et de quoi boire. » Puis ces deux garçons ne les embêteront pas plus. Au bout d'une heure de route, le car s'arrêtera sur un grand parking. Il y avait du monde, cet endroit était très animé. Queenstown se trouve en bord de mer, entouré de montagnes. Tous les touristes descendent, Raja attend dehors que tout le monde se rassemble. Bien, suivez-moi. Nous allons commencer par cette grande avenue. La jeune femme ouvre la marche, son frère Jeff la rejoint en tête avec son ami. Autour d'Anna et de Alex, les voyageurs prennent des photos et commentent cet endroit charmant. Les deux jeunes survivantes, qui ne se doutent de rien, vont donc profiter de cette balade matinale avec la guide Raja et leur groupe de touristes. Mais en attendant, dans la réalité, c'est-à-dire dans la vraie vie, dans la FRDS, leurs corps sont toujours devant le QG, elles sont toujours plongées dans le coma et le poison noirâtre commence à se répandre dans leur organisme petit à petit. C'est-à-dire que Anna et Alex sont en train de mourir à petit feu. La balade se termine et elles vont donc manger au restaurant, donc avec le groupe de touristes. Raja fait un petit détour pour revenir au bus
le temps que son groupe puisse déposer leurs affaires. Suite à cela, elle demande à ce qu'on la suive. La marche dans les rues dure environ 20 minutes avant qu'il ne s'approche du port où de nombreux bateaux étaient accostés. Il y a quelques yachts également. Raja s'arrête devant un petit restaurant. La terrasse était assez bondée de monde, mais la vue était splendide. C'est un restaurant typique, plusieurs odeurs parviennent aux narines des voyageurs. Les légumes grillés, le poisson ou la viande, les épices. Le groupe se dirige vers une longue table en bois, en extérieur. Des tentures offrent de l'ombre. « Asseyez-vous », indique la guide, souriante. Les couverts étaient déjà mis, il y avait des corbeilles de pain, des olives. Une fois installés, un serveur viendra tendre les menus. Les conversations se mélangent, les étrangers parlent de leurs achats et de la visite. En voyant tout ça, mon esprit revient vers Kennicott et la galère pour se nourrir. Je chasse mes mauvaises pensées et secoue la tête. Kennicott revient aussi dans l'esprit de Alex. Elle baisse les yeux en pensant à tous ceux qu'elle a connus, qui ont eu du mal à son souvenir d'anorexie aussi. En face des deux jeunes femmes viennent s'installer justement Jeff et Diez. « Hey hey les filles !» s'exclame Jeff en leur faisant un clin d'œil. Diez sourit mais ne parle toujours pas. Quant à Jeff, il sert de l'eau aux deux jeunes femmes et se sert d'un petit morceau de pain qu'il commence à grignoter pour patienter. « Alors, vous trouvez ça comment, Queenston ?»« Ah, salut !» Je fronce les sourcils et les observe avant que Jeff ne pose la question. L'image de Kennicott revient à nouveau et je soupire en hochant la tête. Bien, c'est bien. Salut, Jeff. Salut, Diez. Vous allez bien ? Demandera Alex. Elle est un poil réservée aussi, mais ça ne se voit quasiment pas. Pour la question au sujet de Queenston, elle répondra « Disons que on a connu pire, quoi. » Alex regarde les plats en souriant gentiment, un plat qu'elle n'a pas vu depuis littéralement des mois. Les deux jeunes femmes, en plein repas, font connaissance du coup avec le frère de Raja et son ami, et elles acceptent de participer à l'animation de l'après-midi, faire du jet ski. Pendant ce temps, sachez que dans la réalité de Life or Death, alors que les deux jeunes survivantes sont en train de passer du bon temps en Nouvelle-Zélande, leur corps est en train, encore une fois, de mourir et le poison se répand davantage dans tout leur corps, c'est-à-dire qu'en fait leurs veines deviennent noires et bientôt le poison arrivera vers leur système nerveux. Les deux jeunes femmes, donc Alex et Anna, vont donc profiter de cet après-midi de jet ski en Nouvelle-Zélande. Elles vont même donc faire une course avec Jeff et Jess qu'elles vont perdre puisque on a fait des battles et c'est moi qui ai lancé le meilleur battle, donc j'ai gagné la course au jet ski. Mais elles auront passé un agréable moment et le groupe rentrera donc au bout d'un moment donc à l'hôtel. Pendant ce temps, dans la vie de Life or Death, dans le présent donc de Life or Death, les corps des deux jeunes femmes sont pris de convulsions, de fortes fièvres, et leur corps en plus n'a toujours pas été découvert par d'autres survivants, donc pour l'instant elles sont toujours allongées, pas loin du QG, pas loin de l'entrée du QG, et dans le coma avec les veines qui noircissent. Anna et Alex sont au bord de la mort, mais mentalement, disons qu'elles passent un agréable moment. C'est peut-être la technique du djinn, c'est de vous faire vivre un magnifique rêve afin que vous ayez envie d'y rester à tout jamais. Pendant le repas avec Anna, Alex est en pleine réflexion. Je ne comprends pas ce que l'on vit. Kennicott n'est pas un rêve. C'est pas possible. Trop de souvenirs, de rappels, de sensations et de manques. En réalité, Alex pense à Swan. Elle se demande ce qu'elle est devenue, si elle est encore en vie,
si elle a trouvé Maëlys, la fille des Highlands, et qu'elle a pu se venger. Que sont devenus Alix et Christopher? La douleur des souvenirs est trop vive. Et comment tu expliques que l'on a fait le même rêve en interagissant l'une avec l'autre? Je me mets à réfléchir à toute vitesse aux questions d'Alex. Effectivement, des souvenirs reviennent. Franck, ma blessure à la cheville, Josua, énormément d'éléments reviennent et me font de plus en plus mal au cœur. J'écoute Alex et finis par murmurer. Je ne peux pas y retourner. Si c'était vrai, alors je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez forte. Plus maintenant en tout cas. Je n'espère qu'une chose, que tout ceci n'était qu'un très long rêve. Si ça se trouve, on pouvait interagir parce qu'on a fait un accident. Ou je ne sais pas. Alex répondra alors, caressant la main de son aimé. Je ne peux pas non plus, et je ne veux pas. Mais que s'est-il passé du jour au lendemain? Pourquoi un blackout? Est-ce qu'on s'en est juste sorti et avons refait notre vie pour en arriver là? Est-ce donc un souvenir? Alex peut sentir que je tremble. Kennicott me fait réellement peur maintenant. Je revois des monstres surgir dans mon esprit et la terreur qu'ils inspirent à présent est inimaginable. Plus jamais je ne veux voir Kennicott, mais il est vrai que certains personnages et protagonistes de ce rêve me hantent. Les deux jeunes femmes se creusent la tête. C'est seulement maintenant, après cette journée de vacances, qu'elles commencent à se poser des questions au sujet de est-ce qu'on rêve? Est-ce que Kennicott a existé? Est-ce que nous avons vécu le blackout? Est-ce que ces vacances en Nouvelle-Zélande sont réelles? Après avoir profité un peu donc de la chambre ainsi que du bon repas au restaurant, beaucoup de personnes commencent à se diriger vers la plage afin d'aller regarder le feu d'artifice prévu. Beaucoup de monde se rassemble sur la plage en face de l'hôtel. Le feu d'artifice allait sûrement se déclarer par l'eau, à en croire les petits pontons. La musique émise par la petite soirée s'arrête afin de laisser place au calme, à la sérénité et au spectacle qui allait sans doute commencer. Une fois installée, Raja reviendra vers Anna et Alex. Elle portait une robe orange fendue sur la droite, de longues boucles d'oreilles colorées pendaient alors que ses cheveux étaient attachés. La guide s'accroupit près des deux jeunes femmes et semble observer l'horizon. Voyez-vous, j'ai l'impression que le temps est figé dans ce genre de moment. Je ne quitterai en rien mon pays et sa beauté. Elle leur sourit. N'aimeriez-vous pas rester ici toute votre vie? Tu aimerais vivre ici, Alex? J'avoue que ça ne me déplairait pas du tout. Alex hoche la tête. Je crois que oui, je veux bien. Elle est visiblement triste, mais surtout désolée pour Swan encore. Elle l'abandonne, ou on a l'impression, si c'est dans le futur. Raja a un petit rire, elle se relève. Ah ah, peut-être que vous devriez projeter votre avenir ailleurs qu'en Alaska. Bonne soirée, mesdemoiselles. Nous nous voyons demain pour une autre visite. La guide s'éloigne probablement pour retrouver son frère. Les deux jeunes survivantes entendront alors le début du spectacle et au bout de 20 minutes, un premier lancement retentit sur toute la plage. Quelques secondes de silence et le feu éclate donc dans la nuit noire, dans des couleurs argentées qui se reflèteront dans les yeux. Un léger courant d'air souffle sur la peau des deux jeunes femmes. Le spectacle, haut en couleurs, durera une demi-heure. Votre dernière demi-heure. Au bout de cette demi-heure, blackout, le noir, le néant, l'âme de Anna et Alex sont sans doute partis. La réponse d'Alex m'étonne et me rend triste. Je penche un peu plus ma tête vers elle et l'embrasse délicatement alors que Raja s'en va. Je me sens mal moi aussi, mais c'était trop tard, n'est-ce pas?
Je recule et prends la main d'Alex dans la mienne. La demi-heure passe à la fois lentement et rapidement, comme si nous étions hors du temps. Avant la fin, je souris et une larme de joie coule sur ma joue alors que je soupire. Je t'aime, Alex. Puis tout devient noir. Un trou noir aspire nos esprits, nos âmes. C'est la fin. Fallait-il que je vive la vie avant de mourir, ou bien le contraire? Si un avenir il y a, j'espère qu'il sera beau et agréable. Un repos éternel. Alex embrasse aussi Anna sur les lèvres et se pose sur le sol, sur ses coudes, pour regarder le feu d'artifice tout en gardant sa chérie, son épouse, contre elle. Le temps passe vite, trop vite. Moi aussi je t'aime, pour toujours. Ayant comme un pressentiment, Alex serre fort la main d'Anna dans la sienne et finit par s'endormir, s'enfoncer dans le noir épais de la mort. Son âme s'est envolée aux côtés de celle qu'elle aime. Elle meurt presque en paix. Et c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos au sujet de mon PNJ Jean, parce que ça change des thèmes assez sombres et assez violents que je vous raconte d'habitude. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour suivre les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle soirée, un bon début de semaine, courage, et on se retrouve la semaine prochaine.